Bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter l'activité 1, perceuse sensitive, qui se trouve sur le manuel d'activité, page 42. Cette activité entre dans le cadre du thème communication technique, séquence définition des éléments d'un produit, lecture d'un dessin d'ensemble, graphe de montage. Présentation du support d'activité, mise en situation. La perceuse sensitive est une machine-outil servant à réaliser des opérations de perçage. Elle se compose essentiellement d'un moteur électrique, d'un système de transmission de mouvement, d'une colonne, d'une broche et un mandrin portant l'outil, d'un étau pour le maintien de la pièce. Nous pouvons voir sur cette animation les éléments principaux d'une perceuse sensitive d'atelier. Premièrement, à quoi ça sert? Vous avez vu ou même utilisé une perceuse à main. Regardez, mise en route, arrêt. Même chose sur la machine, un bouton de mise en marche et un bouton pour l'arrêt. Tenir une perceuse à main perpendiculaire à la pièce à percer n'est pas facile. Ici, la perpendicularité est assurée par la machine. L'effort de pénétration est assuré par la main et le corps de l'utilisateur. Tandis que sur une perceuse, le cabeçon permet la pénétration de l'outil dans la pièce. Deuxièmement, les éléments principaux. Le socle et la colonne assurent la géométrie de l'ensemble. La table, elle peut monter ou descendre, mais aussi elle peut être orientée de cette façon. Donc elle tourne autour de la colonne. Le moteur transmet le mouvement de rotation à la broche grâce à un système de transmission. Donc ce système de transmission est équipé de poulies et courroies. Mais il faut aussi que la broche descend. Le cabeçon permet le mouvement de translation de la broche. Les commandes de marche et d'arrêt. Troisièmement, les organes de sécurité. Sur cette perceuse, on dispose d'un bouton d'arrêt d'urgence. À ce niveau-là, au niveau du couvercle, ce petit élément, c'est un coupe-circuit. Lorsque le couvercle est ouvert, la machine ne fonctionne pas. Donc, pour mettre la machine en marche, il faut impérativement fermer le couvercle. Maintenant, la machine fonctionne. Donc, le coupe-circuit permet de mettre la machine en marche seulement lorsque le couvercle est fermé. Donc, les perceuses sensitives sont équipées d'un socle, d'une colonne, d'une table, d'un cabeçon, d'un moteur et d'un système de transmission pour entraîner la broche. Description. Le dessin d'ensemble représente partiellement la partie de transmission de puissance de la perceuse, ainsi que le mécanisme de commande de déplacement de la broche. Donc ici, on a un dessin d'ensemble partiel de la partie qui représente la commande de la broche et la nomenclature. Première question, déterminer la fonction globale. Donc la fonction globale de la perceuse, c'est percer les pièces. La matière d'œuvre entrante, pièce non percée. La matière d'œuvre sortante, pièce percée. Modélisation du système, on peut modéliser la perceuse de cette façon. Donc si on utilise l'actigramme A-0,
Ici, on indique le nom du système, donc perceuse sensitive. À ce niveau-là, plutôt ici, on indique la fonction globale, c'est percer les pièces. À l'entrée, la matière d'œuvre entrante, pièce non percée. Matière d'œuvre sortante, pièce percée. Et les données de contrôle, donc ici, on a une sortie secondaire bruit plus copeaux. Pour les données de contrôle, on a énergie électrique, réglage, opérateur. Deuxième question, complétez le tableau suivant, soit par la fonction technique, soit par le processeur associé. Fonction fixer la poulie étagée 12 au moyeu 11. Donc, comme on peut le voir sur ce dessin, la poulie 12 avec le moyeu 11. On remarque la forme conique ici. Donc, emmanchement conique plus écrou 17. L'écrou 17 permet la fixation de la poulie par rapport au moyeu 11. Emmanchement conique plus écrou 17. Deux roulements 8. Les deux roulements 8 se trouvent à ce niveau-là. Donc, les deux roulements sont utilisés pour guider en rotation la pièce 11, le moyeu 11, par rapport à l'ensemble fixe. Guider en rotation le moyeu 11 par rapport au boîtier 15. Guider en translation la broche 5 par rapport au moyeu 11. La broche 5, c'est cette pièce, par rapport au moyeu 11. Donc, en 3D, on peut remarquer cette forme-là. Donc, c'est une forme carrée utilisée pour assurer le guidage en translation. La forme carrée a été réalisée sur la broche 5 et sur le moyeu. Forme carrée de la broche 5 et du moyeu 11. Guider en rotation la broche 5. Donc, la broche 5, c'est cette pièce. Elle est guidée en rotation par deux roulements, repère 1, par deux roulements, repère 1. Deux roulements 1. Vis en tête 19 et écrou frein 18. Donc, vis en tête 19 et l'écrou 18. Donc, ces deux pièces-là sont utilisées pour arrêter en rotation la pièce 4 par rapport à 3. 4, c'est le fourreau et 3, c'est le bâti. Donc, on sait que le fourreau est animé d'un mouvement de translation, donc ça ne doit pas tourner. On a utilisé une forme cylindrique et l'arrêt en rotation est réalisé par la vis 19 et l'écrou 18. Arrêter en rotation le fourreau 4 par rapport au bâti 3. Troisième question, par quoi est assurée la liaison encastrement entre le moyeu 11 et la poulie étagée 12? Obstacle ou adhérence? Et justifié. En revenant au dessin, donc ici on remarque la poulie 12 et le moyeu 11, on a une forme conique. Donc, c'est l'emmanchement conique qui permet de réaliser la liaison encastrement. La pièce 17, elle est utilisée pour assurer l'arrêt en translation seulement. Donc, c'est par adhérence justifiée. Il n'y a pas un obstacle qui assure la liaison en rotation entre le moyeu 11 et la poulie 12, comme par exemple clavette ou cannelure. Donc, on remarque ici qu'il n'y a pas un arrêt en rotation par un obstacle. Donc, la réponse, adhérence. Et justification, il n'y a pas un obstacle qui assure la liaison en rotation entre le moyeu 11 et la poulie 12, comme clavette ou cannelure. Question 4, décrire les fonctions des pièces suivantes. Le ressort 22. Donc le ressort 22, c'est un ressort spiral. Il est monté sur cet axe-là et on a un couvercle qui ferme cette liaison. Donc, sur la perceuse, lorsque l'opérateur fait tourner le cabestan, et lorsqu'on utilise ces leviers-là pour faire tourner cet axe-là, si on relâche les leviers, cet axe tourne dans le sens contraire et ça permet de remonter le fourreau vers le haut. Donc la réponse, ramener le fourreau 4 à sa position initiale, c'est-à-dire la position haute. Les coussinets 25. Alors le coussinet 25 est utilisé pour guider en rotation l'arbre 13 par rapport au bâti. Guider en rotation le pignon 13 par rapport au bâti 3. L'écrou 18 plus la vis en tête 19
Et si on ajoute forme cylindrique plus rainure, donc forme cylindrique plus une rainure plus la pièce 19 et l'écrou, ça permet de guider en translation le fourreau. Donc, comme vous voyez ici, lorsque l'opérateur fait tourner le levier, un système de pignon crémaillère permet d'entraîner le fourreau et le fourreau doit être guidé en translation par une forme cylindrique et une vis sans tête à téton. Guidé en translation, le fourreau 4 par rapport au bâti 3. Les deux écrous 23. Les deux écrous 23 sont situés à ce niveau. Donc, comme c'est montré sur cette animation, le premier écrou, c'est pour fixer le couvercle et le deuxième écrou, c'est pour freiner le premier écrou. Arrêter en translation le couvercle 21. Le premier pour la fixation, le deuxième pour le freinage. Pourquoi le constructeur a-t-il choisi la forme carrée pour le guidage en translation de la broche par rapport au moyeu 11? Proposer une autre solution technologique. Donc, on a utilisé une forme carrée pour le guidage parce que c'est une forme facilement réalisable sur une machine-outil. Donc, ça ne va pas coûter très cher pour réduire le coût de fabrication. Autre solution, on peut par exemple utiliser une forme cylindrique plus des cannelures. Sixième question, donner la désignation normalisée des composants suivants, voire dessin d'ensemble. L'élément 8. L'élément 8, c'est cet élément. Alors, d'après cette forme, on sait qu'il s'agit d'un roulement. En consultant le guide, roulement à une rangée de billes à contact radial. Roulement à une rangée de billes à contact radial. L'élément 19. D'après la forme, il s'agit d'une vis sans tête et à téton. Donc, en consultant le guide, exemple de désignation, vis sans tête, à 6 pans creux, à bout plat. Alors, lorsqu'il s'agit d'un bout plat, on indique ISO 4026. S'il s'agit d'un bout conique, on indique ISO 4027. S'il s'agit d'un bout à téton, ISO 4028. S'il s'agit d'un bout cuvette, ISO 4029. Dans notre cas, il s'agit d'un bout à téton lent. Donc, le téton, c'est ISO 4028. Tiré M pour dire filetage métrique, D, c'est le diamètre de la vis, et L, c'est la longueur de la vis. Donc, il faut mesurer sur le dessin d'ensemble le diamètre et la longueur. Donc, dans notre cas, ça donne D, c'est cette distance, et L, c'est cette distance. Dans notre cas, après mesure, on trouve vis sans tête à 6 pans creux à téton lent, ISO 4028 parce que c'est une vis à téton lent, M6, ça veut dire diamètre 6 fois 16, longueur 16. L'élément 20, l'élément 20, c'est cet élément. Donc, il s'agit d'un anneau élastique, dit aussi circlips. Exemple de désignation, anneau élastique pour arbre, virgule, D fois E. D, ça représente le diamètre de l'arbre et E, ça représente l'épaisseur. Donc, il faut mesurer le diamètre de l'arbre sur le dessin d'ensemble et l'épaisseur. Donc, dans notre cas, le diamètre, c'est 12. Ça nous donne une épaisseur de 1. Ce qui nous donne anneau élastique pour arbre, 12 fois 1. Septième question, déchiffrer les désignations des matériaux suivants. 100 CR6. Donc, il s'agit d'un acier faiblement allié. La désignation comprend dans l'ordre un nombre entier égal à 100 fois le pourcentage de la teneur moyenne en carbone, c'est-à-dire le premier nombre, ça indique le pourcentage de carbone multiplié par 100. Un ou plusieurs groupes de lettres qui sont les symboles chimiques des éléments d'addition. Donc, comme par exemple pour cet exemple-là, Cr pour dire chrome, Mo pour dire molybdène. Une suite de nombres rangés dans le même ordre que les éléments d'alliage et indiquant le pourcentage de la teneur moyenne de chaque élément. C'est-à-dire, les nombres qui suivent, par exemple ici, c'est pour donner la valeur ou bien le pourcentage de cet élément d'addition. Mais il faut faire attention, pour les aciers faiblement alliés, on a un tableau qui donne un coefficient multiplicateur. Par exemple, si je prends cet exemple-là,
55 CR3. 55, ça veut dire 0,55% de carbone. 3, 3 divisé par 4, d'après le tableau de multiplication, donc 0,75% de chrome. Si, donc ici, on a le coefficient, le tableau qui donne le coefficient multiplicateur pour les aciers faiblement alliés. Les éléments d'alliage CR, CO, etc., le coefficient c'est 4. Pour ces éléments, c'est 10. Pour ces éléments, c'est 100. Et pour cet élément, le B, c'est 1000. Donc, dans notre cas, on a CR 6, ça veut dire 6 sur 4, ça nous donne 1,5. Donc, 100, 100 divisé par 100, ça nous donne 1% de carbone. Donc, il s'agit d'un acier faiblement allié de 1% de carbone et 1,5% de chrome. Le 1,5 vient de la division de 6 par 4, d'après, bien sûr, ce tableau-là. Pour le deuxième élément, c'est ENGJL 250. En consultant le guide, donc, après le préfixe EN, les fentes sont désignées par le symbole GJL, comme par exemple EN GJL 200, suivi de la valeur en mégapascal de la résistance minimale à la rupture par extension. Donc cette valeur-là indique la résistance minimale à la rupture. Donc dans notre cas, on a 250, ça veut dire on a une fente à graphite lamellaire de résistance minimale à la rupture, RR égale à 250 mégapascal. AL SI 10 Mg, on remarque ici qu'on commence par AL, donc c'est un alliage d'aluminium. Donc, exemple de désignation, AL SI 10 Mg, alliage d'aluminium avec 10% de silicium et quelques traces de magnésium. Alliage d'aluminium avec 10% de silicium, 10% de silicium et quelques traces de magnésium. Huitième question, remplir le tableau des liaisons mécaniques suivants. 13 par rapport à 3. 13, c'est cet arbre-là, c'est le pignon arbré, et 3, c'est le bâti. Donc ici, on remarque qu'on a une forme cylindrique, un épaulement et la présence d'un coussinet et un anneau élastique pour l'arrêt en translation. Donc, ces formes-là nous donnent une liaison pivot de cet axe 13 par rapport au bâti. Donc, pivot, symbole d'une liaison pivot. 4 par rapport à 13. 4, c'est le fourreau et 13, c'est le pignon arbré. Donc, comme on peut le voir sur cette animation, il s'agit d'un engrenage entre un pignon et une crémaillère. Donc, on a un contact linéaire, ce qui nous permet d'écrire la liaison linéaire rectiligne, entre parenthèses, engrenage entre pignon et crémaillère. Bien sûr, le symbole de pignon crémaillère sur le schéma cinématique, c'est un peu spécial. Donc ici, on a la représentation de la crémaillère sur le schéma cinématique et ce cercle-là désigne le pignon. 4 par rapport à 3. 4, c'est le fourreau. 4, c'est le fourreau. Et 3, c'est le bâti. Donc, on remarque ici la présence de la vis sans tête à tétan, ce qui permet l'arrêt en rotation. Donc, ça nous laisse seulement la translation. Donc, comme on peut le voir sur cette animation, donc, la vis, lorsqu'elle est montée dans la rainure, 4, on a dit 4, c'est le fourreau. Et 3, c'est le bâti. Sans la vis, donc on a une forme cylindrique dans une forme cylindrique, ça nous donne une liaison, attention, pivot glissant. Mais lorsqu'on prend 4 par rapport à 3, plus 8, plus 19, ça va changer. Donc, pivot glissant, le symbole, c'est ça. Maintenant, si on considère 4 par rapport à 3, plus 8, plus 18, plus 19, donc on va tenir compte de l'arrêt en rotation, c'est-à-dire la vis va entrer dans la rainure ici, ce qui permet d'arrêter la rotation de cette pièce par rapport au bâti. Donc la liaison devient glissière. Alors, graphe de montage et de démontage. Premièrement, compléter le graphe de démontage filogramme
partiel ci-dessous relatif à la perceuse sensitive, permettant l'intervention pour remplacer le ressort défectueux 22. On veut remplacer le ressort 22. Donc, pour remplacer le ressort 22, il faut démonter 23 prix, utiliser une clé plate de 8, prévoir deux clés, déposer le contre-écrou 23 prix. Donc, deux clés pour arrêter le premier écrou et démonter 23 prix. Ensuite, une fois 23 prime est démonté, on peut démonter l'écrou 23. Donc, on va utiliser une clé plate de 8, déposer l'écrou 23. Une fois on a déposé 23, on peut enlever le couvercle. Donc, déposer le couvercle 21 avec le ressort 22 qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, on peut démonter le ressort 22 du couvercle. Donc, extraire le ressort 22 à changer. On peut utiliser un extracteur de ressort. Graphe de montage et de démontage. Deuxièmement, compléter le graphe de montage maintenant. Râteau, ci-dessous, relatif à la perceuse sensitive pour le changement du ressort 22. Maintenant, on va remettre les pièces en place. Donc, comme on peut le voir ici, on remet le ressort, le couvercle, ensuite les écrous. Donc, on va commencer par mettre le ressort dans le couvercle, c'est-à-dire 22 sur 21. 22, c'est le ressort, 21, c'est le couvercle. Ensuite, l'ensemble 22-21 va être monté en place sur le bâti. Ensuite, monter l'écrou 23. Et enfin, l'écrou de freinage 23 prix. Voilà, je vous remercie.